Ce nom-là n'a plus lieu d'être. Elle a prononcé la phrase d'une voix blanche, presque administrative, sans me regarder. Puis, du bout de son stylo fin, elle a tracé une ligne bien droite sur mon prénom. Une seule ligne, froide, nette, un trait qui m'a traversé la poitrine comme une barre de glace. J'ai vu mon nom se faire rayer du testament de mon mari sous les néons trop clairs de l'étude, et j'ai compris, à la seconde, que ma place venait d'être retirée du monde. Sophie avait posé devant elle un dossier à rabat couleur crème. Elle sentait la laque et les chiffres justes. Ses ongles cliquetaient sur le carton comme un métronome. Paul, mon fils, était assis à ma gauche, trop raide, trop silencieux. Il regardait les pages comme on regarde un accident au ralenti, sans oser intervenir, de peur d'empirer encore. Maître Dumas, le notaire de famille, avait le visage d'un homme qui préfère les actes au drame. Il toussote, parle bas, s'abrite derrière les formules. Il a dit « Nous reprenons la version la plus récente, signée le 12 février. » Puis il m'a passé le document. J'ai lu et j'ai vu mon nom barré. Une autre écriture, celle de Sophie. Et, en marge, une mention sèche, avenant répartition optimisée. Optimisée, c'est un mot que j'ai appris tard. J'ai compris ce jour-là qu'entre améliorer et optimiser, il y avait l'écart d'une conscience. Optimiser, pour elle, signifiait retirer ce qui gêne. Et ce qui gênait, c'était moi mon âge, ma lenteur, ma mémoire, ma maison, ma dignité. Je n'ai pas pleuré. Pas là. J'ai reposé la feuille avec soin, comme si elle brûlait, et j'ai demandé d'une voix qui ne tremblait pas. Qui a autorisé cette modification? Le notaire a humecté ses lèvres. Votre mari, Madame Delmas? Mon mari ne pouvait plus signer seul. Sophie a souri, très peu. Il a simplement souhaité mettre en ordre, Madeleine, pour alléger ta charge. En barrant mon nom, ai-je répondu, pour éviter les complications fiscales. Tu sais bien que ce n'est pas contre toi, pas contre moi. Le trait, pourtant, passait par mon cœur. J'ai senti l'air se retirer de la pièce, comme si la fenêtre s'était refermée sur une tempête. Paul a bougé la main, un geste infime vers moi, puis l'a retiré. La honte s'était assise à sa place. J'ai pensé à Jacques, à sa respiration courte des derniers jours, à ses doigts cherchant les miens dans la nuit. Jacques n'aurait pas barré mon nom. Jacques disait « On finit comme on a vécu, ensemble ». Et voilà qu'un mot neutre, avenant, venait de déposer une neige sale sur 50 ans de vie. Où étais-je, le 12 février, ai-je demandé. Le notaire a consulté son écran. À l'étude. L'acte a été signé en votre présence. J'ai fermé les yeux. J'y étais donc, physiquement, assise au même fauteuil, mais je n'avais pas lu. Ou plutôt, je n'avais pas pu. Les phrases de ce temps-là s'échappaient de moi comme l'eau d'une passoire. Sophie parlait vite, rangeait, simplifiait. Je tenais le sac de médicaments de Jacques. On m'avait mis un stylo dans la main, j'avais signé où l'on m'indiquait. Pour son bien, pour notre bien. Il faut accepter la réalité, Madeleine, a murmuré Sophie avec cette douceur qui raye. Les choses changent. Les choses peuvent être, ai-je dit. Pas la loyauté. Le notaire a proposé une suspension. Le temps d'un café peut être? Je n'ai pas répondu. J'ai sorti de mon sac un carnet à la couverture noire. Ma main n'a pas tremblé. J'ai noté la date, l'heure et la phrase exacte. Ce nom-là n'a plus lieu d'être. Le bruit du stylo sur le papier m'a tenu lieu de respiration. Sophie m'observait. Je voyais bien qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'écrivais. Écrire, pour elle, c'était perdre du temps. Pour moi, c'était récupérer une vie. Chaque mot, exact, daté, deviendrait un clou pour refermer un cercueil qui ne serait pas le mien. Je me suis levée. Le cuir de la chaise a couiné comme une plainte. Je souhaite consulter un autre notaire, ai-je dit. Et un médecin, pour l'état de Jacques à cette date. Sophie a levé les yeux au ciel, un réflexe de fille pressée devant une vieille qui s'obstine. Tu dramatises. Je précise. Le notaire a incliné la tête. Vous y avez naturellement droit, Madame Delmas. Paul a murmuré, maman, puis plus rien. Je lui ai posé la main sur le poignet, un geste de mère qui tienne debout pour deux. Son pouls a battu trop vite sous ma peau. Il avait peur d'elle, de moi, du mot procédure. Je n'ai pas dit « je te pardonne ». Je n'en avais pas encore la force. Je n'ai rien dit du tout. Dans le couloir, le couvercle du monde s'est un peu soulevé.
L'air m'a repris. J'ai marché jusqu'à la rue, droite, le carnet serré contre la poitrine. Le ciel était d'un bleu impitoyable, le genre de bleu qui ne console pas. Je me suis arrêtée à la vitrine d'un photographe. Des portraits d'enfants souriants, de couples qui s'embrassent. Dans mon reflet, j'ai vu une femme âgée, les cheveux bien tirés, le regard plus clair que ce matin. J'ai pensé, ils m'ont retiré une ligne. Ils n'ont pas retiré ma main. Je suis rentrée à la maison à pied. À chaque pas, je répétais mentalement la scène, comme on répète un texte. La salle, les néons, le stylo, le trait, le mot optimisé. Les détails revenaient au bon endroit. J'ai ouvert la porte, j'ai posé mon sac sur la table, j'ai ouvert le tiroir du buffet, celui que Jacques m'avait promis, rien qu'à toi. Au fond, il y avait l'enveloppe Kraft où j'avais glissé, pendant sa maladie, les petits mots qu'il me laissait quand il avait encore de la force. J'en ai tiré un au hasard. Son écriture y tremblait, obstinée. Ne te laisse pas parler de travers. J'ai souri. Lentement. Comme on relève la tête après avoir reçu une gifle, la maison sentait le savon et la poussière. Le lilas du jardin tressaillait sous un courant d'air. J'ai sorti le téléphone, j'ai cadré l'enveloppe Kraft, le mot de Jacques, mon carnet noir ouvert sur la page de la date. Clac. Une photo. Puis une autre, de la tranche du testament où la ligne passe sur mon nom. J'avais demandé une copie pour archivage. Et on me l'avait donnée, sur 2 mois, sur 2. Clac. Preuve 1. Preuve 2. J'ai rempli la bouilloire, posé la main sur le plan de travail. Mes doigts sentaient encore le papier cartonné. Très bien, ai-je dit à voix basse. À la cuisine, au lilas, à la mémoire de Jacques. Si mon nom n'a plus lieu d'être sur leur papier, il aura lieu d'être sur le mien. J'ai écrit au-dessus de la page « Testament avenant 12 février, influence », puis j'ai ajouté « Maître Dumas, 2e avis, à solliciter ». Le soir est tombé tôt, avec cette façon de tirer les rideaux qu'ont les fins d'hiver. J'ai bu le thé trop chaud, laissé la tasse marquer un cercle sur la nappe. Puis, d'une écriture lente, j'ai ajouté une dernière ligne. Aujourd'hui, j'ai vu ma disparition administrative. Demain, je commencerai ma réapparition légale. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'avais d'autres choses à faire d'abord. Respirer, dater, ranger, appeler. On ne retire pas une vie à une femme qui sait écrire son nom sans lui laisser, au moins, le temps de le replanter. Avant ce jour, dans l'étude notariale, avant le mot « optimiser », avant la ligne qui a rayé mon nom, il y avait eu ma vie patiemment bâtie avec Jacques. Rien d'extraordinaire, non. Une vie simple, droite, avec son lot d'habitudes et de rêves discrets. Nous nous étions rencontrés dans une librairie à Pau. Il achetait un recueil de poésie, moi du fil pour broder une nappe. Il m'avait demandé, d'une voix un peu timide, « Vous savez coudre aussi les mots ?» C'est à ce moment-là, je crois, que ma vie a commencé. Nous avions acheté cette maison de la rue des Lilas quelques années plus tard. Une vieille bâtisse que nous avions retapée, pierre après pierre. Lui, professeur de mathématiques, moi, couturière à domicile. Je cousais des robes pour les voisines, des rideaux pour l'école, des nappes pour les mariages. Chaque objet portait quelque chose de nous. Jacques était un homme méthodique, tendre dans ses silences. Le dimanche matin, il faisait les comptes à la table du salon, puis rangeait les papiers dans une grande armoire en bois. Toujours le même ordre, assurance, banque, maison, testament. Je me moquais de lui. Tu es déjà prêt pour ta succession. Et il riait. Mieux vaut prévenir que subir. Nous avions un fils unique, Paul, mon grand garçon. Curieux, doux, attentif. Il venait m'aider à ranger mes coupons de tissu ou regarder son père bricoler dans le jardin. Quand il est parti faire ses études, la maison a perdu un peu de sa voix. Je passais mes journées à coudre et mes soirées à lui écrire. Des lettres simples. Mange bien, couvre-toi, ton père t'embrasse. J'étais fière d'avoir élevé un fils bon, éduqué, loyal. Puis Paul a rencontré Sophie, une jeune femme brillante, ambitieuse, diplômée, moderne, comme on dit. Je me souviens du premier déjeuner où elle a franchi notre seuil. Elle portait un tailleur beige, parlait vite, souriait trop. Jacques, fasciné par son aplomb, avait murmuré « Elle a du caractère, celle-là ». Je n'avais rien répondu. J'avais juste remarqué qu'elle ne m'avait pas regardé une seule fois en me parlant. Les années suivantes ont glissé. Sophie est devenue la belle-fille parfaite,
organisée, prévoyante, volontaire. Mais derrière ces compliments polis, il y avait des angles tranchants. Quand elle disait « Madeleine, tu es un modèle de dévouement », cela sonnait comme « Madeleine, tu es épuisée, dépassée, dépassable ». Peu à peu, elle a pris place dans nos affaires. Elle gérait les impôts de Paul, les papiers de famille, jusqu'aux vacances de Noël. Et Jacques, vieillissant, lui faisait confiance. Elle s'en sort mieux que nous avec tous ces formulaires. Moi, je disais rien, parce qu'aimer, parfois, c'est se taire pour ne pas troubler la paix. Quand Jacques est tombé malade, c'est elle qui a proposé d'accompagner les démarches. Elle disait « Je vais tout simplifier pour vous deux ». Simplifier. Ce mot revenait souvent dans sa bouche. Mais ce qu'elle simplifiait, en vérité, c'était nous. Nos choix, nos droits, notre mémoire. Je n'ai rien vu venir. Pendant des semaines, elle venait le soir avec son ordinateur portable, lui faisait signer des papiers. Ce sont des formalités, disait-elle. Jacques signait, confiant, fatigué. Moi, je tenais la théière. J'écoutais. Parfois, je demandais « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et elle répondait d'un ton léger. Des mises à jour de contrat, rien d'important. Ce n'est que plus tard, des mois après sa mort, que j'ai su ce que contenait rien d'important. Des modifications, des signatures ajoutées, et surtout, un testament optimisé où mon nom était devenu une gêne administrative. Mais avant d'en arriver là, il y avait eu de la tendresse, du travail, de la confiance. Nous n'étions pas riches, mais nous étions droits. Le jardin, la maison, les rideaux, la bibliothèque de Jacques, tout avait une histoire. Chaque objet, chaque photo sur le buffet témoignait de 50 années d'efforts et de fidélité. Alors, ce jour-là, dans l'étude, quand j'ai vu mon nom rayé, ce n'était pas seulement une trahison légale. C'était un effacement moral. Une façon de dire « tu ne fais plus partie du récit ». Mais ce que Sophie n'avait pas compris, c'est qu'on ne peut pas barrer un nom qui a bâti les fondations d'une vie. On peut le noircir sur le papier, pas dans la mémoire des pierres. Et moi, j'allais prouver que ma mémoire valait encore signature. Cette nuit-là, j'ai dormi peu. Le vent faisait battre les volets. J'ai rêvé de Jacques, assis à sa table, les lunettes sur le nez. Il m'a dit « Ne laisse personne écrire ton épilogue ». Je me suis réveillée avec le cœur calme. Le jour commençait à poindre derrière les rideaux. Je me suis levée, j'ai préparé le café et j'ai sorti la grande pochette grise, celle où il rangeait ses papiers, celle que j'avais touchée des centaines de fois sans oser l'ouvrir. Cette fois, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. Les mois qui ont suivi la mort de Jacques ont été comme une longue pluie fine, sans répit. Au début, Sophie venait souvent, trop souvent. Elle disait que c'était pour m'aider à gérer la paperasse, mais je savais qu'elle venait surtout pour regarder autour d'elle, pour jauger, classer, décider de ce qui allait lui revenir. Les premières fois, elle se montrait polie. Elle apportait des fleurs, un sourire calculé. Puis, peu à peu, les phrases ont changé de ton. « Madeleine, il faut que tu apprennes à déléguer. Ces dossiers, tu ne t'y retrouveras jamais. À ton âge, mieux vaut faire simple. » Elle disait cela sans méchanceté apparente. C'était pire. Elle le disait comme une vérité. Paul, lui, l'écoutait. Il hochait la tête, l'air fatigué, répétant « Sophie a raison, maman. Tu te fais trop de soucis. » Alors je me taisais. Comme on se tait quand la tempête n'est pas encore là, mais qu'on sent déjà l'orage. Un après-midi de mars, je l'ai trouvée dans le bureau de Jacques. Elle fouillait les tiroirs. Quand je suis entrée, elle a sursauté un peu trop vite pour être innocente. « Oh, je cherchais simplement les carnets de santé de Paul », a-t-elle dit. Dans le tiroir des documents notariés, elle a rougi, puis a repris contenance. « Tu es toujours si méfiante, Madeleine. » C'est triste. Ce mot-là m'a piqué. Triste. C'est ainsi qu'elle me voyait une vieille femme accrochée à ses souvenirs, incapable de comprendre le monde moderne. Ce jour-là, j'ai compris qu'elle ne voulait pas seulement ranger mes papiers. Elle voulait réorganiser mon existence. Les petites humiliations ont commencé comme ça, par des gestes, des phrases, des silences. Un jour, elle a déplacé la photo de mariage de Jacques et moi, celle qui trônait sur le buffet depuis 40 ans. Elle l'a mise sur une étagère, pour aérer un peu l'espace. Une autre fois, elle a fait venir un agent immobilier, juste pour évaluer la maison. Elle disait que cela ne coûte rien d'anticiper. J'ai eu envie de crier,
mais j'ai simplement répondu. On n'évalue pas une maison encore habitée. C'est une simple estimation, Madeleine, pas une trahison. Mais c'en était une déjà. Je me sentais chaque jour plus petite, plus déplacée dans ma propre vie. Le soir, quand je montais me coucher, je sentais que quelque chose avait bougé pendant la journée. Une lampe, un cadre, un dossier. Rien d'illégal, rien de flagrant, juste cette sensation qu'on me déplaçait doucement, morceau par morceau. J'ai commencé à noter les détails. 5 avril, photo déplacée. 8 avril, visite d'un agent sans mon accord. 12 avril, remarque sur l'âge et la mémoire. Mon carnet noir se remplissait, lentement, comme une digue qu'on construit contre le mensonge. Un jour, elle est venue avec un classeur. Il faudrait qu'on simplifie un peu les documents de Jacques. Elle a ouvert le classeur, sorti des feuillets, barré des lignes, griffonné des notes. Puis elle a levé la tête. « Tu n'as plus besoin de tout ça. On va faire un testament plus clair. » « Plus clair pour qui ?» ai-je demandé. « Pour toi. Enfin, pour nous. » Elle a corrigé trop vite et j'ai entendu la faute. Le soir, j'ai retrouvé ce classeur sur le bureau. Un coin de feuille dépassait. J'ai tiré doucement. C'était une page du testament, une copie non signée. Mon nom y figurait encore, mais entouré d'un trait rouge. Sous ce trait, j'ai lu une annotation écrite à l'encre bleue. À revoir selon nouvelle répartition S. J'ai senti une brûlure me traverser le ventre. J'ai remis la feuille à sa place, refermé le classeur. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo. Une de plus. Le lendemain, elle a remarqué mon silence. « Tu bougonnes, Madeleine ?»« Non, j'observe. » Elle a ri, ce petit rire sec qui ne contient aucune joie. « Tu as toujours besoin de dramatiser. »« Non, d'écrire. » Elle n'a pas compris, mais moi, si. Je savais désormais qu'elle préparait quelque chose. Je sentais venir le moment où la politesse tomberait, où les sourires deviendraient des armes. Je me suis promis d'être prête. Alors j'ai commencé à ranger, non plus pour elle, mais pour moi. J'ai trié les papiers de Jacques, noté les numéros d'actes, les dates, les signatures. Je me suis rendue à la mairie pour demander des copies certifiées. Le fonctionnaire m'a demandé « Vous préparez une succession ?» J'ai répondu « Non, une mémoire. » Ce soir-là, j'ai relu les lettres de Jacques. Sur l'une d'elles, il avait écrit « Si un jour tu sens qu'on te parle comme à une vieille chose, rappelle-toi, tu es la fondation, pas le décor. » Alors j'ai décidé que la prochaine fois qu'on chercherait à me rayer, je saurais comment répondre pas avec des cris, mais avec des preuves. C'est arrivé un matin d'octobre, clair et froid, où la lumière semblait trop franche pour cacher les mensonges. Je m'en souviens comme si chaque détail s'était gravé dans la chair du jour. Le cliquetis de la cafetière, le bruit du facteur, le parfum de feuilles mortes venant du jardin. Une journée ordinaire, jusqu'à ce que tout bascule. Paul m'avait prévenu la veille. Sophie passera déposer quelques documents. Rien d'urgent. Je m'étais dit qu'il valait mieux rester poli. Ouvrir la porte, offrir le café, écouter, noter et attendre qu'elle reparte. À 10 heures précises, elle a sonné. J'ai ouvert. Elle portait ce tailleur beige qu'elle mettait pour les grandes occasions administratives. Sous son bras, un dossier rouge. Elle a salué d'un ton sec. « Bonjour Madeleine. On va faire ça vite, ne t'inquiète pas. » Je me suis écartée pour la laisser passer, comme on laisse entrer le courant d'air avant la tempête. Elle s'est installée dans le salon, a sorti des feuilles, un stylo, son téléphone, qu'elle a posé écran vers le bas, un geste de ceux qui ont l'habitude de manipuler. « C'est juste un papier à signer », a-t-elle dit d'une voix sucrée. « Une formalité pour régulariser la succession. »« Une formalité ?» ai-je répété. « Oui, il faut acter les ajustements du testament. » Ce mot « ajustement » m'a glacée. Je me suis assise en face d'elle, droite, les mains jointes sur la table. Quels ajustements? Oh, rien de dramatique. Simplement une répartition plus équilibrée. Jacques voulait que tout soit clair, tu te rappelles? Elle parlait vite, trop vite. Ses yeux glissaient sur les lignes du papier, pas sur moi. Je lui ai tendu la main. « Montre-moi. » Elle a hésité, puis m'a passé le document, un peu agacée. Le papier était une copie du testament. Mon nom y figurait, barré, remplacé par celui de Paul, suivi de la mention « Donation intégrale, clause d'usufruit révoquée ». Et dans la marge, la signature de Jacques. Mais je l'ai reconnu aussitôt. Ce n'était pas son écriture des derniers mois, c'était une imitation maladroite.
Le J manquait de sa boucle, le S de sa courbe. J'ai levé les yeux. Où as-tu trouvé ça? Elle a soutenu mon regard, glacial, dans le dossier de Maître Dumas. C'est la version la plus récente. Celle que tu as rédigée? Elle a souri, sans honte. J'ai simplement reformulé, pour que ce soit plus clair. Ton nom n'a pas été supprimé, il a été déplacé. Déplacé où? Dans la marge. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je l'ai reposé sur la table, lentement. Tu appelles ça une réorganisation. Moi, j'appelle ça un vol. Elle s'est levée brusquement, agacée. Madeleine, arrête ton théâtre. Tout ça, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas t'occuper de tout, tu le sais bien. Jacques ne t'a jamais donné ce pouvoir. Jacques m'adorait. Il me faisait confiance. Cette phrase a été la goutte d'eau. Pas le trait sur mon nom, ni les papiers trafiqués, non. Mais cette usurpation d'amour. Jacques m'adorait, comme si elle avait le droit de réécrire même cela. Je me suis levée, calmement. « Sors de chez moi », ai-je dit. « Pardon ?»« Sors. » Immédiatement. « Tu exagères, Madeleine. C'est pour t'éviter des ennuis. Les ennuis, c'est toi. » Elle a eu un rire sec, nerveux. « Tu n'as aucune preuve. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Si, j'en ai même trop. » J'ai ouvert le tiroir du buffet et sorti mon carnet noir. Je l'ai posé sur la table. Ces pages étaient remplies de dates, de phrases, de photos imprimées. J'ai ouvert au hasard une capture de la signature, un relevé d'appel, une photo du testament original avant ajustement. Elle a pâli. « Tu me surveilles? Je t'observe. » C'est différent. Elle a saisi son sac, furieuse. « Tu deviens paranoïaque, Madeleine. » « Non. Prudente. Tu crois qu'on te croira? Je n'ai pas besoin qu'on me croie. J'ai besoin qu'on lise. » Elle est sortie, claquant la porte si fort que le cadre de notre photo de mariage est tombé du mur. Le verre s'est brisé net. Je me suis penchée. J'ai ramassé les morceaux. Sous la photo, il y avait une inscription au crayon. Pour toujours J. J'ai soufflé doucement dessus, comme sur une blessure. Puis j'ai ouvert le carnet et ajouté 10 octobre, Dix 37 confrontation, signature falsifiée, menace verbale, photographie conservée. J'ai rangé le papier dans une enveloppe Kraft. Au dos, j'ai écrit « À remettre à Maître Clément urgent ». L'après-midi, je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la poste, le dossier serré contre moi. Le ciel était clair, trop clair. J'avais l'impression de traverser une frontière invisible, celle entre la peur et la décision. À la boîte aux lettres, j'ai glissé l'enveloppe. Le bruit sourd qu'elle a fait en tombant au fond m'a semblé plus fort que tout ce que j'avais dit depuis des mois. C'était le son exact de ma colère qui devenait justice. En rentrant, je me suis arrêtée devant la glace du couloir. Mon reflet me fixait une vieille femme, les traits tirés, mais le regard éveillé. Je me suis dit, elle m'a rayé du testament. Très bien, mais moi je viens de me réinscrire dans l'histoire. Puis j'ai repris mon stylo et noté la dernière phrase de la journée. À partir d'aujourd'hui, je ne défends plus un héritage. Je défends une vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un seul souffle. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Les images tournaient dans ma tête comme des feuilles prises dans un vent trop fort. Le trait rouge sur le papier, le rire nerveux de Sophie, le bruit sec de la porte qui claque. Chaque détail revenait, précis, cruel. J'avais beau fermer les yeux. Tout recommençait. Encore et encore comme un cauchemar lucide qu'on ne peut pas éteindre. Je me suis levée vers 2 heures du matin. J'ai mis un châle sur mes épaules et je suis descendue dans le salon. La maison dormait, mais j'avais besoin de marcher parmi les choses qui m'appartenaient encore. La lampe du buffet jetait une lumière jaune sur le parquet. Je me suis assise à la table, face au carnet noir. Il était là, ouvert sur la page du jour. 10 octobre, 10 octobre 7 confrontation. Signature falsifiée. J'ai pris le stylo et j'ai ajouté une phrase. Je n'ai plus peur. Ce fut la première fois que j'écrivis ces mots. Et en les traçant, j'ai senti un calme étrange m'envahir, pas le calme des gens résignés, non, celui des gens qui ont enfin compris. Je repensais à tout ce que j'avais accepté sans rien dire. Les remarques sur mon âge, les objets déplacés, les décisions prises pour mon bien. Cette lente dépossession, habillée de bienveillance, comme un poison sucré. Je me suis revue, des années plus tôt, jeune femme dans ma robe bleue, signant le compromis de la maison avec Jacques.
J'avais alors le sentiment d'exister par mes gestes, mes choix, mes efforts. Et voilà qu'à 78 ans, je devais prouver que j'existais encore sur une ligne de testament. Le sentiment d'humiliation s'est mué en lucidité. Non, ce n'était pas seulement une affaire d'argent. C'était une question d'effacement. Une femme qu'on raye d'un document, c'est une femme qu'on prépare à faire taire. Alors j'ai décidé que, cette fois, mon silence ne serait pas celui de la peur. Ce serait celui de la stratégie. Au petit matin, j'ai préparé du café. Je me suis assise près de la fenêtre. Le jour se levait lentement, avec cette lumière pâle des débuts d'automne. Dans le jardin, le lilas perdait ses dernières feuilles. Je me suis dit que lui aussi devait savoir ce que c'est que de se dépouiller avant de renaître. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé une liste. Pas de plainte, pas de lamentation des faits. Chaque ligne devait être une pierre dans mon mur de défense. Nom barré sur testament, preuve photographique. Signature de Jacques falsifiée, comparaison avec documents antérieurs. Intrusion dans le bureau le 5 mars, témoignage possible. Voisine Madame Clément. Tentative de manipulation le 10 octobre. À mesure que j'écrivais, le tremblement dans mes mains cessait. Je redevenais moi-même non plus une veuve perdue, mais une femme qui sait. Une femme qui se prépare. J'ai sorti de l'armoire la grande boîte en fer blanc où Jacques gardait les relevés de banque. À l'intérieur, il y avait tout. Compte, lettres, police d'assurance. Et un dossier marqué au crayon. Succession, version originale. J'ai ouvert. Là, noir sur blanc, mon nom figurait encore dans l'écriture ferme de Jacques, avec la mention « Usufruit total, Madeleine Delmas ». Je l'ai posé à côté de la version trafiquée que Sophie m'avait fait signer. La différence sautait aux yeux. Même le papier n'avait pas la même texture. J'ai pris des photos, puis j'ai glissé le tout dans une nouvelle enveloppe, à conserver, originale. Vers 9 heures, j'ai reçu un appel. Un numéro inconnu. Madame Delmas, ici Maître Clément, collaboratrice de Maître Dumas. Vous m'avez adressé un dossier hier? Oui. Je souhaiterais vous rencontrer. Au calme, sans Sophie ni votre fils. Disons demain à 11 heures? Sa voix était claire, posée. Je me suis dit qu'elle devait avoir une quarantaine d'années, le ton assuré des gens qui savent lire la vérité derrière les phrases. D'accord, ai-je répondu. J'ai raccroché. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais parler à quelqu'un qui écoute autrement pas pour juger, mais pour comprendre. Le reste de la journée, je l'ai passé à écrire. Pas seulement les faits. J'ai écrit pour moi, pour Jacques, pour Paul. J'ai écrit tout ce que j'avais tu pendant des années. J'ai eu peur de déplaire, peur de perdre l'amour de mon fils, peur qu'on me trouve inutile. Alors j'ai laissé d'autres écrire à ma place. Mais l'écriture, c'est mon territoire, et je le reprends. Quand le soir est tombé, j'ai relu mes pages. Elles respiraient la colère, oui, mais aussi quelque chose d'autre, une forme de clarté. Je savais désormais ce que je voulais pas, la vengeance, non, la justice. Et la justice ne se crie pas, elle se construit. J'ai fermé le carnet. Je l'ai posé sur la table, à côté d'une photo de Jacques, et j'ai murmuré. Demain, je commence. Puis j'ai éteint la lampe. La maison était silencieuse, mais pour la première fois depuis des mois, ce silence n'était plus une absence. C'était un début. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma veste grise et mes gants en laine. Le ciel de Pau était bas, strié de nuages, et l'air sentait le fer et la pluie. Je suis partie tôt, le dossier sous le bras, mon carnet noir dans le sac. Je savais que cette journée allait marquer un tournant, pas un cri, pas une explosion, mais cette bascule silencieuse où une femme cesse d'être victime pour devenir actrice. L'étude de Maître Clément se trouvait dans une rue calme, derrière la poste. Une façade claire, sans prétention, avec des géraniums rouges sur le rebord de la fenêtre. La secrétaire m'a accueillie avec douceur. « Vous êtes bien, Madame Delmas? Maître vous attend. » Je suis entrée dans le bureau. Une grande bibliothèque, une table en chêne, des piles de dossiers bien ordonnés, et derrière, une femme aux yeux clairs, la cinquantaine élégante, cheveux relevés, gestes mesurés. « Asseyez-vous, Madame Delmas. » Elle a ouvert mon enveloppe. Pendant qu'elle parcourait les papiers, j'ai observé son visage. Aucune surprise, aucune impatience, juste cette attention droite qui rassure. « Vous avez bien fait de venir. »« À thé, elle dit, finalement. Ce document contient plusieurs anomalies. Je m'en doutais.
Votre nom barré, la signature de votre mari, les marges, tout indique une modification non authentifiée. Je savais qu'elle l'avait fait. Elle, ma belle-fille, Sophie. Elle a hoché la tête lentement. Ce genre de manipulation n'est pas rare, malheureusement. Mais vous avez des preuves solides. Et votre carnet, c'est précieux. Je lui ai tendu mon carnet noir. Elle l'a feuilleté, minutieusement, page après page. Date, photo, description. Vous avez tout noté. Oui. Je ne me souvenais plus de grand-chose, alors j'ai écrit pour ne pas perdre le fil. Elle a souri. Vous avez eu l'instinct d'une juriste. Ces mots m'ont touché plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pendant des années, on m'avait fait croire que je ne comprenais rien aux affaires sérieuses. Et voilà qu'une femme de loi me disait que j'avais bien fait. Elle a refermé le carnet. Je vais lancer une vérification de signature auprès d'un expert. Nous ferons aussi un signalement discret au greffe. Vous, en revanche, restez calme. Aucune confrontation. Vous continuez à noter, à tout garder. D'accord? D'accord. Et si elle tente un nouveau contact, ne signez rien, même pas un reçu de colis. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans 15 jours. Avant de partir, elle m'a dit « Vous savez, Madame Delmas, on dit souvent que la vérité finit par éclater. Moi, je crois qu'elle finit par s'écrire. Vous êtes déjà en train de la rédiger. » En sortant, j'ai senti mes jambes trembler un peu, comme après une longue marche. Mais c'était une fatigue neuve, celle du courage. De retour chez moi, j'ai ouvert la fenêtre du salon. L'air était froid, mais il sentait la liberté. J'ai préparé un café, puis j'ai sorti de l'armoire le vieux classeur de Jacques. J'ai relu chaque document, j'ai fait des copies, j'ai classé par ordre chronologique, testament original, avenant falsifié, courrier signé, photo des signatures, extrait de conversation. Chaque feuille trouvait sa place comme une pièce de puzzle. Je notais les liens, les dates, les incohérences. Le soir, la table du salon ressemblait à un bureau d'enquête, et moi, à une archiviste de vérité. Quelques jours plus tard, j'ai pris le bus pour la banque. Je voulais vérifier les mouvements du compte joint avant le décès de Jacques. La conseillère, une jeune femme brune au regard franc, a pris le temps d'imprimer l'historique. Elle a parcouru la liste, puis m'a regardée, hésitante. Il y a eu plusieurs retraits inhabituels, Madame Delmas. De quelle somme? Près de 20 000 euros, en 3 semaines, sur un compte au nom de Monsieur Delmas et de Madame Sophie Roussel. Ma belle-fille. Je suis restée immobile. Elle a ajouté doucement. Vous voulez que je fasse un relevé officiel? Oui. Et un double. Pour le notaire. Je suis sortie avec les papiers serrés contre moi. Le vent m'a fouetté le visage. J'ai marché lentement jusqu'au café de la place. J'ai commandé un thé, ouvert mon carnet et j'ai écrit « Retrait frauduleux. Preuve bancaire. 20 000 euros. Silence stratégique maintenu. » Je n'étais plus une veuve impuissante. J'étais devenue ma propre témoin. Les jours suivants, j'ai continué à préparer. Chaque matin, j'appelais une administration différente. Mairie, caisse de retraite, assurance. Je mettais à jour mes coordonnées, faisais changer mes mots de passe, récupérais mes duplicata. Sophie m'avait peu, être rayée d'un testament, mais elle ne contrôlerait pas mes papiers. Je verrouillais, je signais, je scellais. Un soir, alors que j'archivais les derniers documents, j'ai trouvé au fond d'un tiroir une enveloppe oubliée, adressée à moi, de la main de Jacques. Sur le rabat, il avait écrit « À ouvrir seulement si tu doutes ». Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une feuille pliée en 2. Quelques mots. S'ils essaient de te faire taire, parle avec la loi. Je l'ai relu plusieurs fois. C'était comme s'il m'avait écrit depuis l'autre côté du temps pour me guider. J'ai posé cette lettre à côté de mon carnet. 2 écritures, 2 voix. L'une disait l'amour, l'autre la vérité. Et toutes 2 me ramenaient à la même chose, la dignité. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Je savais que la tempête allait venir. Mais cette fois, j'avais bâti un abri solide. Non pas en béton, mais en preuve. Les 2 semaines qui suivirent furent d'un calme presque anormal. Ni appel, ni message de Paul, ni visite de Sophie. Leur silence sentait la peur. Et moi, je restais immobile, comme une mère avant l'orage, lucide, préparée, patiente. Le rendez-vous avec Maître Clément avait été fixé au 28 octobre. J'y suis allée tôt, mon carnet noir sous le bras,
la lettre de Jacques dans la poche intérieure de ma veste. Dans le bureau, Maître Clément m'attendait avec un dossier plus épais que la dernière fois. Elle a ouvert, pris une respiration lente et dit « Madame Delmas, j'ai fait examiner les signatures. Et, il n'y a aucun doute, les documents modifiés ont été falsifiés. Vous en êtes certaine? Absolument. L'expert a conclu à une imitation grossière. Elle a posé une feuille devant moi. Rapport de comparaison graphique. À côté de la signature de Jacques, une mention en lettres capitales. Non authentique. J'ai lu ces mots sans trembler. Ma gorge, pourtant, s'est serrée. Jacques n'était plus là, mais c'était comme si la justice le défendait à travers mes mains. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Nous allons déposer plainte pour faux et usage de faux et saisir le tribunal de grande instance. Cela prendra du temps? Oui. Mais la vérité n'est pas pressée, elle est patiente. J'ai souri. C'était exactement la phrase que j'aurais voulu entendre. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de Paul. « Maman, Sophie veut te voir. Elle dit que c'est urgent. » J'ai répondu « Je viendrai. » Ni menace, ni promesse, juste une phrase neutre, comme une convocation. Nous nous sommes retrouvés un samedi, dans leur maison de banlieue. Sophie m'attendait dans le salon, raide, maquillée avec soin. Sur la table basse, un dossier ouvert, quelques feuilles éparses. Paul, debout à côté d'elle, évitait mon regard. « Merci d'être venue, Madeleine », a-t-elle commencé. Sa voix tremblait légèrement, ce qui, chez elle, valait un aveu. « Nous avons eu vent de certaines démarches de ta part. » Je me suis assise sans répondre. Le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Elle a repris. « Ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Tu pourrais simplement annuler ta plainte. On trouvera un arrangement. » Un arrangement. J'ai regardé le dossier sur la table. Sur la première feuille, une copie du testament trafiqué. Sur la deuxième, un relevé bancaire, celui des retraits frauduleux. Et posé dessus, mon carnet noir que j'avais volontairement oublié la dernière fois que j'étais venue. Je l'ai ouvert. Page après page, ligne après ligne, les preuves s'étalaient. Les photos, les dates, les annotations, les signatures. « Tu appelles ça un arrangement ?» ai-je dit. Elle a blêmi. « Tu n'as pas le droit d'utiliser ça contre nous. » « Contre vous? Non. Pour Jacques. » Paul a murmuré. « Maman, je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. » Je l'ai cru. Son regard avait celui des enfants qu'on a manipulés. Sophie a haussé le ton. « Tu vas tout détruire avec ton obstination. »« Non, » ai-je répondu calmement. « Je vais juste remettre les choses à leur place. »« Et tu crois qu'on te prendra au sérieux? » ?»« Oui, parce que cette fois, je ne suis pas seule. » J'ai sorti de mon sac une enveloppe scellée, le rapport d'expertise et la plainte rédigée par Maître Clément. Je l'ai posée sur la table, bien en vue. Le bruit du papier a résonné dans le silence. Sophie a voulu la saisir, mais je l'ai retirée avant qu'elle la touche. « Ne t'inquiète pas, » ai-je murmuré. « Une copie est déjà au tribunal. » Elle s'est figée. Ses yeux, durs, ont soudain perdu leur éclat. Je l'ai vue comprendre, pour la première fois, qu'elle avait perdu. Je me suis levée. Jacques croyait que la justice devait être propre. Moi aussi. J'ai pris mon carnet, refermé calmement l'enveloppe et ajouté. « Tu as voulu simplifier la succession, Sophie. » Eh bien, c'est fait. Je me suis tournée vers Paul. « Mon fils, je ne te demande pas de choisir. Je te demande juste de regarder. » Et je suis partie, sans me retourner. Le soir, chez moi, la pluie tombait drue sur les vitres. J'ai rangé mes papiers dans la pochette grise. Sur l'étiquette, j'ai écrit « Confrontation 2 novembre ». Puis j'ai noté la dernière phrase du jour. Le silence a parlé, et elle a compris. Je n'éprouvais pas de joie, ni même de soulagement. Seulement une clarté. Le mal avait un visage, et désormais, il avait un dossier. J'ai allumé une bougie, comme chaque soir depuis la mort de Jacques. Et j'ai murmuré « Voilà, mon amour. On a remis ton nom à l'endroit. » Les jours qui suivirent furent étranges. Pas de triomphe, pas de tumulte, seulement ce vide particulier qui suit les tempêtes morales, quand tout s'est dit, quand les masques sont tombés. La maison était silencieuse, mais ce silence-là avait changé de nature. Il n'était plus celui de la peur, mais celui de la justice en marche. Le lundi matin, Maître Clément m'appela. Sa voix, toujours égale, portait une satisfaction retenue. La plainte a été enregistrée, Madame Delmas. Le procureur a ordonné une enquête préliminaire.
Et Sophie? Elle sera convoquée. Paul? Il est considéré comme témoin pour le moment. Je suis restée un instant sans parler. Ce mot témoin me fit plus de bien que tout le reste. Mon fils n'était plus complice. Il redevenait simplement ce qu'il avait toujours été. Un homme pris entre deux loyautés, mais que la vérité finirait par libérer. 3 jours plus tard, le téléphone sonna de nouveau. C'était Paul. Sa voix était fatiguée, abîmée. « Maman, tu avais raison. Je n'avais pas besoin d'avoir raison, Paul. J'avais besoin d'être respectée. » Sophie a avoué, dit-il d'un ton brisé. Elle a reconnu qu'elle avait modifié les papiers. Elle prétendait que c'était pour nous protéger des impôts. Et toi? Moi, je n'ai rien vu. Ou je n'ai pas voulu voir. C'est pareil, non? J'aurais pu lui répondre oui. Mais j'ai entendu dans son souffle quelque chose de sincère, presque d'enfantin. Alors j'ai dit doucement, on ne voit pas ce qu'on n'est pas prêt à regarder. Je suis désolée, maman. La honte ne sert à rien. L'apprentissage, si. Il a pleuré, en silence. Et moi aussi, sans bruit. 2 chagrins parallèles qui se reconnaissent enfin. La nouvelle se répandit vite dans la famille. Certains prirent parti pour moi, d'autres pour Sophie. On me traita de vieille procédurière, de femme rancunière. Mais je ne répondais plus. Ceux qui parlent trop vite finissent par s'étouffer dans leur propre bruit. Je reçus aussi des lettres. Une cousine éloignée m'écrivit « Tu as bien fait, Madeleine. À ton âge, défendre son nom, c'est défendre celui de toutes les femmes qu'on a effacées des papiers de famille. » Cette phrase m'émut profondément. Je la recopiais dans mon carnet. Au fil des semaines, les conséquences se firent sentir. Sophie quitta la maison qu'elle partageait avec Paul. Elle rendit son poste dans l'agence immobilière. On parla de dépression, de fatigue morale. Moi, je ne souhaitais ni sa chute, ni sa souffrance. Je voulais seulement que la vérité fasse son œuvre et elle le faisait. Un matin, Paul est venu. Il avait les traits tirés, mais les yeux plus clairs. Il s'est assis dans la cuisine, à la place où son père aimait lire le journal. « J'ai demandé le divorce, maman. » J'ai hoché la tête. « Tu n'as pas besoin de me justifier, Paul. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Alors, vise dans la clarté. » C'est plus exigeant, mais on respire mieux. Nous avons bu un café en silence. Il a regardé autour de lui, le buffet, les rideaux, la photo de Jacques. « Elle disait que tu étais faible, » murmura-t-il. Alors elle ne m'a jamais vraiment regardé. Il sourit. Et dans ce sourire, j'ai reconnu celui de son père. Le procès, lui, fut court. Sophie fut condamnée à une peine, avec sursis pour falsification de documents, notariés et usage de faux. Le juge, une femme d'une 40aine d'années, lut les conclusions avec sobriété. Puis elle ajouta « La société doit comprendre qu'effacer un nom, c'est plus qu'une fraude. C'est une atteinte à la dignité. » Je n'ai rien répondu. Mais cette phrase, je l'ai gardée comme un sceau. La dignité, voilà ce que j'avais défendu et que j'avais retrouvé. Quand nous sommes sortis du tribunal, Paul a glissé sa main dans la mienne. « On rentre, maman ?» J'ai acquiescé. Le mot « rentrer » n'avait jamais eu autant de sens. Les semaines suivantes, le calme revint peu à peu. Je remis la maison en ordre, pièce par pièce. J'ai repeint la cuisine, lavé les rideaux, redonné vie aux plantes. Le soir, je lisais à la lumière d'une lampe douce. La maison redevenait mienne, non par possession, mais par respiration. Sophie, elle, disparut de nos vies. Paul m'écrivait parfois. Elle vit ailleurs, sans donner de nouvelles. Peut être qu'elle finira par comprendre. Je lui répondais, comprendre n'est pas toujours obligatoire, mais reconnaître, oui. Et la vie reprit, autrement. Pas comme avant, jamais comme avant. Mais avec ce calme neuf, qui suit les grandes vérités, un soir de décembre, j'ai ouvert mon carnet noir pour la dernière fois. J'y ai ajouté cette ligne. Procès terminé, vérité reconnue, maison apaisée, fils retrouvé. J'ai refermé le carnet. Je l'ai glissé dans la pochette grise avec le jugement, les lettres, la photo de Jacques. Puis j'ai rangé le tout dans le buffet, à la place exacte où tout avait commencé. Je me suis assise devant la fenêtre. Le jardin dormait sous la pluie. Je me suis dit que parfois, la justice n'a pas besoin de bruit, ni de revanche spectaculaire. Il suffit d'un mot rétabli, d'un nom remis à sa place, pour que le monde redevienne respirable. Et j'ai souri, simplement. L'hiver s'est effacé doucement, comme un rideau qu'on tire pour laisser entrer la lumière. J'avais gagné le procès,
retrouver la paix, mais surtout quelque chose d'infiniment plus rare, le droit de vivre à mon rythme, sans rendre de compte à personne. Ma vie, que d'autres avaient voulu ranger dans un dossier, reprenait chair dans les gestes du quotidien. Je passais mes matinées à marcher jusqu'au marché couvert. Les commerçants me saluaient d'un « Bonjour, Madame Madeleine », auquel je répondais avec le sourire discret des femmes qui ont connu la tempête et qui désormais savourent chaque minute de calme. Je choisissais mes fruits avec lenteur, mes fleurs avec soin. Le fleuriste me disait « Vous avez l'œil pour les couleurs, on dirait une couturière ». Et je répondais « On ne coupe plus, mais on assemble encore la vie ». Chez moi, tout avait changé, sans que rien ne paraisse déplacé. J'avais déplacé la grande table de la salle à manger pour qu'elle soit près de la fenêtre. Le matin, la lumière y tombait directement, dorée, comme une bénédiction. J'y écrivais encore, non plus pour prouver, mais pour me souvenir. Mon carnet noir s'était terminé sur la dernière audience. J'en avais commencé un autre à la couverture bleu nuit. Sur la première page, j'avais noté « Ne plus écrire contre, mais pour ». Je remplissais ces pages d'odeurs, de couleurs, de rencontres. Le parfum du pain chaud, la lumière sur la glycine, la voix d'une voisine qui m'appelait ma douce. Ce carnet-là n'était plus un registre de douleur, mais un inventaire de vie. Paul venait souvent désormais, seul ou avec Léa, ma petite fille de 8 ans. Léa avait les yeux de Jacques, ce gris profond qui regarde sans juger. Elle aimait s'asseoir à côté de moi, sur le banc du jardin. « Raconte-moi encore, mamie, comment tu as connu papy ?» Alors je racontais, mais différemment chaque fois. Parfois la librairie, parfois la pluie, parfois la robe bleue. Elle riait, émerveillée. Et moi, je me disais que tant qu'elle rirait, rien ne serait perdu. Un dimanche, elle a demandé « Mamie, pourquoi tu écris dans des carnets ?»« Pour me souvenir. Tu as peur d'oublier ?»« Non. J'ai peur qu'on efface. » Elle a réfléchi, puis a dit « Alors, quand tu seras très vieille, je recopierai tout, promis. » Cette promesse d'enfant, simple et pure, m'a fait plus de bien que n'importe quel jugement. Je lui ai donné mon vieux stylo, celui avec lequel j'avais noté toutes mes preuves. « Tiens, Léa, il t'aidera à écrire ta vérité. Plus tard. » Les mois passèrent. Je fis un voyage à Arcachon seul. Une envie de voir la mer, de respirer autrement. J'ai loué une petite chambre face au port. Chaque matin, j'allais marcher sur la plage, le sable froid sous mes pas. Je pensais à Jacques, à tout ce que nous avions traversé, à tout ce que j'avais réparé depuis. Je ne ressentais plus de colère, seulement une sorte de gratitude tranquille, celle d'avoir tenu, sans crier, sans haïr. Un jour, j'ai vu une vieille femme assise seule sur un banc, les mains croisées sur un sac en cuir. Elle regardait la mer comme si elle attendait une réponse. Je me suis assise près d'elle. Nous avons échangé quelques mots, puis elle a dit « J'ai perdu beaucoup, vous savez. Moi aussi. Et qu'est-ce qu'on fait ?» Après, on écrit. Elle a souri. Alors vous aussi, vous êtes du côté de la mémoire. Je crois que, ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas seule dans mon silence. Nous étions des milliers de femmes, dans des maisons, des villages, des appartements, à recoudre les blessures invisibles que personne ne voulait regarder. De retour à Pau, j'ai continué à vivre simplement. J'avais vendu une partie du terrain, assez pour mettre de côté au cas où, mais j'avais gardé la maison. C'était ma citadelle, mon ancre, ma mémoire. Chaque soir, je regardais le lilas par la fenêtre. Il avait survécu à tout, lui aussi, aux saisons, au froid, aux oublis. Il fleurissait de nouveau, obstinément, comme un symbole silencieux de persévérance. Un matin, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une lettre écrite d'une main tremblante. « Je n'attends pas ton pardon, mais je tenais à te dire que j'ai compris. Je pensais que l'amour se prouvait en contrôlant, mais tu m'as montré que c'était le contraire. Sophie. » Je suis restée longtemps à la lire. Pas de rancune, pas de satisfaction. Juste une paix discrète. J'ai glissé la lettre entre les pages de mon carnet bleu et j'ai noté « La reconnaissance vient rarement du cœur que l'on espère, mais elle vient parfois. » Ce soir-là, Paul et Léa sont venus dîner. J'avais préparé un gratin et ouvert une bouteille de vin. Nous avons ri. À la fin du repas, Léa m'a dit « Mamie, c'est toi la plus forte du monde. » J'ai répondu doucement « Non, ma chérie.
Je suis juste celle qui a choisi de ne plus se taire. Elle m'a serré fort dans ses bras. Et j'ai senti que, oui, la vie avait repris son souffle. Pas la même qu'avant. Une vie plus petite, mais plus vraie. Je me suis couchée tard ce soir-là. Avant d'éteindre la lampe, j'ai regardé la maison, mes carnets, le cadre de Jacques sur la table. Et j'ai murmuré. Je n'ai pas reconquis un héritage. J'ai reconquis ma voix. Les mois ont passé, paisibles, presque transparents. La vie avait retrouvé un rythme lent, exact, comme une pendule réparée. Je continuais à écrire, à marcher, à boire mon thé face au jardin. Je parlais parfois à Jacques, toujours à voix basse, comme s'il était juste dans la pièce d'à côté. Je lui racontais les petites choses. La visite de Léa, la lumière sur les murs, la lettre de Sophie. Je ne lui parlais plus de douleur, seulement de ce qui restait debout. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé la première copie du testament, celle où mon nom était barré. Je l'ai posée à côté du jugement officiel qui le rétablissait. 2 feuilles, 2 vérités. Sur la première, le mensonge. Sur la seconde, la justice. Et entre les deux, ma traversée, je les ai regardées longtemps, sans haine, presque avec douceur. Parce qu'au fond, ces papiers ne parlaient pas de perte. Ils parlaient de survie, de ce qu'une femme peut reconstruire quand on lui retire tout, sauf sa mémoire. J'ai pris mon carnet bleu. Sur la dernière page, j'ai écrit lentement, sans trembler. J'ai cru que ma vie tenait à un héritage. En vérité, elle tenait à un nom, et ce nom, je l'ai réécrit. Puis j'ai fermé le carnet, et j'ai glissé une enveloppe dedans. À l'intérieur, une lettre pour Léa. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre écrire à ta place. Ce que tu traces, même à la main tremblante, t'appartient pour toujours. J'ai mis le carnet dans le tiroir du buffet, à côté de la photo de Jacques. Le lilas dehors commençait à bourgeonner. La maison respirait. Et moi aussi. Le lendemain, Paul est venu me voir. Il avait apporté un panier de fruits et une rose blanche. « C'est pour toi, maman. » Je lui ai souri. « Tu sais, Paul, j'ai beaucoup appris cette année. »« Moi aussi, maman. Qu'as-tu compris? Que le silence d'une mère n'est pas une faiblesse. C'est une réserve de courage. » Je n'ai rien ajouté. Nous avons bu le café ensemble, en silence, avec ce calme rare des relations réparées. Il m'a aidé à replacer la photo de Jacques sur le mur. Puis, il est parti. La maison, à nouveau, s'est tue, mais cette fois, ce silence était beau. Le soir, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent du sud apportait une odeur de terre humide. Le ciel, entre gris et rose, semblait me dire que tout avait trouvé sa place. J'ai pris la bougie du buffet, l'ai allumée, et j'ai regardé la flamme danser. Elle tremblait, légère, comme moi. J'ai parlé doucement, pour moi seule, pour toutes celles que j'avais croisées en pensée, à toutes les femmes qu'on a rayées, qu'on a fait taire, qu'on a déclarées inutiles. Souvenez-vous, votre nom vaut autant que votre souffle. Et si on l'efface, écrivez-le de nouveau. Écrire, c'est exister. Se taire, c'est choisir qu'en parler. Le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une victoire. Parce que, oui, le silence peut aussi être une forme de justice. La flamme a vacillé, puis s'est stabilisée. Et j'ai compris que, pour la première fois depuis longtemps, rien, ni le mensonge, ni le temps, ni l'oubli ne pouvaient plus m'effacer.